Bienvenue à tous, Afrique Presse, l'actualité en débat sur RFI et TV5 Monde. C'est avec Sabine Sessou, Afrique Magazine, Francis Laloupo, Africa numéro 1, et puis Louis Magloire Kemayou du Club de l'information africaine. Et c'est autour de 3 sujets cette semaine. Au Congo-Kinshasa, l'opposant Moïse Katumbi dans le collimateur de la justice et Joseph Kabila, autorisé par cette même justice à prolonger son mandat présidentiel. En Ouganda, Yoweri Museveni, récemment réélu, a également recours à l'arme judiciaire contre son principal opposant, Kizza Besigye. Enfin, au Nigeria, le bilan du sommet antiterroriste d'Abuja et puis 2 lycéennes de Chibok enlevées par Boko Haram retrouvées vivantes cette semaine. D'abord, donc, ce bras de fer au Congo-Kinshasa entre le pouvoir et l'opposition. Dernier rebondissement, donc, le mandat d'arrêt contre Moïse Katumbi. On écoute Joseph Olenga Koy, l'un des dirigeants de l'opposition, commenter cette décision de justice. C'était prévisible. Vous croyez qu'un dictateur comme Joseph Kabila ici peut attamer une procédure sans aller à la fin? Moi, je crois qu'il fallait se préparer. À partir du moment où l'homme est politique, vous embrassez la carrière politique, il faut se préparer à toute éventualité. C'était prévisible qu'il y aurait un problème d'arrestation, c'était prévisible qu'il y aura l'établissement d'un mandat d'arrêt. Avec ou sans mandat d'arrêt, il y aura arrestation. Parce que nous sommes dans un état de non-droit. Ici, il n'y a pas de droit, il n'y a pas de justice. Quand vous regardez dans ce qui se passe aujourd'hui dans les maisons des opposants, mais c'est incroyable. Ça veut dire, pour Joseph Kabila, il faut assassiner la vie à tout opposant. Eh bien, on vous arrête sur le lit de l'hôpital. Pendant que vous êtes sur le lit de l'hôpital, on fait un mandat d'amener. Ça, c'est Joseph Kabila. Voilà, ça c'est Joseph Kabila, dit donc Joseph Olenga Koy. On disait même ici, Sabine Sessou, il y a quelques semaines que l'opposant congolais Moïse Katumbi était dans le viseur du pouvoir de Joseph Kabila. Mais on était loin de penser, même si Olenga Koy dit que c'était prévisible, que le candidat déclaré à la présidentielle allait se voir inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État et faire l'objet donc d'un mandat d'arrêt, dit-on, provisoire. Une décision de justice précédée, rappelons-le tout de même, par des semaines de harcèlement et de brutalité policière dans sa ville fief de Lubumbashi. Oui, il y a une forme de grossièreté dans ce qui se passe et je pense que c'est un peu à double tranchant pour Kabila parce que d'un côté, il va avoir le bénéfice immédiat de la mise à l'écart d'un opposant ou de museler un opposant et de l'autre côté, il va attirer l'attention du monde entier sur ce qui se passe chez lui. Donc c'est cette forme de grossièreté qui se passe au Congo et ailleurs en Afrique centrale. Elle mène vraiment dans des lieux, dans des zones d'insécurité et de crise extrêmement graves. Louis Kemayou. Le fait est qu'on est quand même dans une espèce de loi de série, parce que rappelez-vous avec Jean-Pierre Bemba, qui a subi, non pas de la part de la justice congolaise, mais de la part de la justice internationale, à peu près le même sort. Cette semaine, on a requis contre lui 25 ans, ce qui le condamne à être hors jeu pendant très longtemps. Et là, Jean-Pierre Bemba, qui était le rival, l'ex-rival du même Joseph Kabila. Tout à fait, lors des élections de 2011. Et là, on est à peu près dans le même schéma. On a un candidat qui semble sérieux, qui sort de la famille politique du président en exercice, qui a une aura à travers son club de football, le tout-puissant Mazembe, et à travers les liens qu'il a tissés à l'international, que ce soit par rapport au groupe de pression qu'il soutienne, au cabinet qu'il a engagé pour son image. Ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, il a à la fois le trésor de guerre qui pourrait manquer, vu la superficie du pays qu'il faut couvrir pour entrer en campagne, et puis qu'il y a les soutiens et l'argent pour pouvoir... il a un jet privé, ce qui lui permettrait, au cas où il voudrait faire le tour du pays, de le faire allègrement. Donc, on met à l'écart quelqu'un qui pourrait véritablement représenter une menace et qui est une menace intérieure. Une menace politique surtout, Moïse Katumbi. Francis Laloupo, on lui reproche d'avoir recruté des mercenaires. Or, en fait, il avait, semble-t-il, un consultant pour assurer sa propre sécurité qui est menacé. Rappelons qu'il a fait appel à la fois d'ailleurs aux Nations Unies pour assurer sa sécurité, mise en danger. Il a fait appel même à la Belgique, l'ancienne puissance coloniale, pour assurer sa sécurité. Et voilà qu'il tente donc d'assurer cette sécurité par ses propres moyens. Et aujourd'hui, il est donc accusé d'atteinte à la sûreté de l'État et de constitution de bandes de mercenaires. L'idée d'être présumé innocent n'existe pas en RD Congo, parce qu'on a l'impression en fait que Moïse Katumbi est déjà condamné d'avance.
Alors, si on se mettait à arrêter tous les étrangers qui sont au Katanga, qui sont en situation irrégulière dans les entreprises minières, on n'aurait pas fini. Hein. On pourrait évidemment imaginer que tous les Américains et autres nationalités présentes au Katanga sont tous des mercenaires. Ce n'est pas sérieux. Je souscris à ce que disait Sabine Sessou. Tout cela est d'une grossièreté inouïe. Parce que, voilà, que M. Moïse Katumbi devient la cible principale du pouvoir. Et c'est d'autant plus contre-productif que le pouvoir en fait désormais un héros national. Et que cet homme, Moïse Katumbi, qui était contesté par une partie de l'opposition traditionnelle, pourrait aujourd'hui créer une sorte d'union sacrée derrière lui, parce qu'il aura réussi à concentrer sur sa seule personne et tout le rejet du pouvoir par la majorité, il faut le dire, des Congolais aujourd'hui. Tout cela devient pénible à San Diop parce que 25 ans après le déclenchement des processus de démocratisation en Afrique, quand on assiste à ce genre de scénario, on se dit, mais mon Dieu, je veux dire, d'où est-ce qu'on est parti et où va-t-on? On a inventé, je dirais, peut-être en 50 ans, en 2 générations, on a inventé les coups d'État, on a combattu les coups d'État. On a inventé ensuite les fraudes électorales, l'industrie de la fraude, avec une inventivité extraordinaire. On a ensuite, depuis quelque temps, inventé la modification, changement de constitution. Et aujourd'hui, on invente en RDC, alors c'est un concept inédit, le glissement du calendrier électoral, avec arrestation d'opposants et instrumentalisation des cours constitutionnels de la justice pour pouvoir se maintenir au pouvoir. Je veux dire que c'est une inventivité sinistre de certains régimes. Alors si ces régimes mettaient la même énergie, je dirais, dans le développement de leur pays, eh bien, ils feraient de leur pays de véritables Eldorado. Voilà, alors Francis vient de le dire, hein, Sabine, hein, la même justice congolaise qui tente donc de neutraliser Moïse Katumbi a donné son feu vert à une éventuelle prolongation du dernier mandat présidentiel de Joseph Kabila, glissement du calendrier électoral parce que le pouvoir n'a pas été foutu de tenir les élections à temps, peut-être d'ailleurs délibérément. Donc cette même justice au plus haut niveau, la Cour constitutionnelle, a donné son feu vert à Joseph Kabila. Joseph Kabila, rappelons-le, arrivé au pouvoir en 2001 à la mort de son père sur aucune base légale, pourrait donc se maintenir au pouvoir 15 ans après sur aucune base légale, en tout cas sans base élective, sans, je dirais, le consentement du peuple congolais. Le drame du Congo, c'est que le Congo a construit un début de développement avec le Premier ministre Matata ces dernières années. Il y a eu des avancées remarquables qui vont être bousillées, excusez l'expression, par le président. C'est-à-dire qu'il construit d'un côté et détruit de l'autre. Sur le glissement du calendrier électoral, je pense qu'on est face à... Je veux dire, c'est une crise transversale qui traverse tous les pays d'Afrique centrale. Et tant que les leaders africains de cette zone resteront accrochés à leur fauteuil, de l'Ouganda jusqu'en Angola, en passant par le Djibouti et l'Érythrée, etc., on n'y arrivera pas. Il va y avoir de plus en plus 2 continents, un à l'ouest et au sud qui avance vers la démocratie, et un petit peu à l'est aussi avec l'Éthiopie, et de l'autre côté, cette espèce de bloc qui est quand même le cœur de l'Afrique, qui recule et qui ne veut pas aller de l'avant. Alors, pour en revenir, Francis, tout de même à la RDC, plus particulièrement à la situation actuelle, ça veut dire que la mission de facilitation qui a été confiée à Edem Kodjo par l'Union africaine n'a plus aucun sens et que comme le dit Sabine, c'est plutôt une situation inquiétante. On n'est peut-être plus à vouloir dialoguer, mais on s'achemine à nouveau vers une crise très grave, une crise que l'ONU, qui depuis 1997, à coût de milliards de dollars en RDC, semble ne pas pouvoir gérer, a priori. D'abord, l'idée du dialogue, vous savez, aujourd'hui, le mot dialogue est devenu un mot magique. Hein, pour des crises, d'ailleurs, qui sont fomentées par les régimes eux-mêmes. Parce que si on parle de crise aujourd'hui en RD Congo, cette crise a été quand même fomentée, a été ourdie par le pouvoir lui-même. Alors, on provoque des incendies et ensuite on se positionne comme un pompier en disant on va dialoguer. Il n'y a pas de dialogue possible, il suffit simplement d'organiser les élections en temps et en heure telles que l'a prescrit la Constitution congolaise. Alors, vous parlez de cette mission de facilitation. Évidemment, M. Edem Kodjo aujourd'hui se retrouve un peu piégé parce qu'avec cet arrêt de la Cour constitutionnelle qui autorise le président actuel à se maintenir au pouvoir au cas où on ne pourrait pas organiser les élections dans les temps, eh bien, M. Edem Kodjo, si jamais il y avait encore un dialogue, ce dont je doute,
serait juste amené à valider simplement, à prendre acte d'une situation qui est déjà un fait accompli. C'est-à-dire que l'idée de glissement des calendriers est déjà entérinée en soi par la Cour constitutionnelle, enfin, a été engagée par la Cour constitutionnelle. Peut-être qu'un dialogue permettrait simplement de l'entériner. Mais je vais juste quand même insister sur une chose. Parce que cette situation, évidemment, est une situation absolument irritante et agaçante pour, évidemment, les observateurs que nous sommes, mais pour les citoyens que nous sommes également. Parce que tout cela a été prémédité. On assiste simplement, l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne constituait qu'un épisode dans un scénario qui a été écrit bien à l'avance. Et M. Kabila et sa clique n'ont jamais envisagé, on le voit bien, quitter le pouvoir au terme qui était prescrit par la Constitution. Nous avons une fois de plus, comme on l'a vu au Burundi, comme on l'a vu ailleurs, je dirais la nature revient au galop. Ce sont des maquisards qui ont pris le pouvoir en RD Congo depuis il y a quelques années. Vous parlez de l'arrivée au pouvoir de M. Joseph Kabila. Eh bien, à l'arrivée, nous avons la logique du maquisard qui aujourd'hui s'impose à la population congolaise, c'est-à-dire un pouvoir qui déclare la guerre d'une certaine manière à son peuple. Dernier mot, Louis, seul le peuple congolais finalement peut se tirer d'affaire. Apparemment, la communauté internationale paraît de plus en plus impuissante. Espérons-le, parce que ce qui arrive à Moïse Katumbi, c'est ce qui est arrivé au Congo d'en face avec l'autre Moïse. Et je crains malheureusement que l'effet de silence que l'on retrouve devant toutes ces exactions qu'on a eues au Congo-Brazzaville, au Tchad et dans d'autres pays, avec un silence complice de la communauté internationale et des voisins, ne puisse produire le même effet également en RDC aujourd'hui, malgré la présence des Nations Unies qui sont quand même là de façon massive. Voilà. Afrique Presse, RFI TV 5 Monde, au passe.